Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Bipositive et pour terminer cette session d'émission, nous avons une émission spéciale Grand Lyon avec mes deux invités et nous allons parler de la plateforme, la plateforme des acteurs métropolitains du BTP. Avec moi pour en parler, Madame Béatrice Vessillier, bonjour. Vous êtes Bonjour. Voilà, faut prendre le micro, c'est plus pratique. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon, urbanisme et cadre de vie, c'est cela? C'est ça. À côté de vous, Madame Emeline Baume, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi vice-présidente de la métropole de Lyon, économie, emploi, commerce, numérique et commande publique. Tout à fait. Voilà, et on va commencer avec vous, simplement pour que vous nous disiez pourquoi vous avez fait cette initiative, pourquoi cette initiative pour le bâtiment. Alors, comme chacun le sait et le voit dans son quotidien, le bâtiment, la construction, la rénovation, la réhabilitation, l'entretien de voirie, c'est une filière d'activité économique nécessaire pour notre quotidien à tous, pour habiter, se déplacer. C'est une filière d'activité économique qui a des impacts positifs en termes de création d'emplois utiles et de divers emplois, je tiens à le souligner. Il y a aussi des emplois d'insertion. On comptabilise à peu près 37 000 emplois sur notre territoire. C'est conséquent, juste après l'industrie, pour positionner les choses. Et c'est aussi une filière d'activité économique qui a un impact carbone conséquent et un impact en termes de gaz à effet de serre conséquent, donc à peu près 25% quand même, ce qui nous amène à nous intéresser à ce sujet global BTP pour ces deux leviers-là. Il y a vraiment le sujet de l'insertion et le sujet d'abaisser du coup le coût carbone. Je tiens à indiquer ici que par le passé, nous héritons avec Béatrice Vessillier de travaux qui ont été conduits dans le bon sens du terme par les équipes et par les élus précédents sur des sujets avec un référentiel habitat durable, sur des sujets d'économie circulaire dont je m'occupais aussi par le passé. Donc on a hérité de différentes réflexions, différentes expérimentations qui nous ont permis, eu égard donc à notre parti pris autour de la transition écologique dans la justice sociale, de créer cet outil de discussion, d'expérimentation avec l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment et des travaux publics. Voilà, et l'idée, c'est de travailler sur les deux leviers que sont l'insertion et l'environnement pour faire... oui, voilà, vraiment le levier social et le levier carbone, quand bien même là, on parle quand même beaucoup du levier carbone qui intègre les sujets de biodiversité aussi. Pourquoi ? Parce qu'on porte un schéma de promotion des achats responsables. Je rappelle que c'est une démarche obligatoire pour notre collectivité vu notre volume d'achat. C'est une démarche obligatoire aussi au regard des enjeux justement de sourcing pour nous, donc de notre façon de discuter, de qualifier nos besoins, de les quantifier forcément, mais surtout de les qualifier et de les mettre en regard de la capacité d'agir des entreprises de notre territoire large. On ne parle pas uniquement des 59 communes de notre territoire, mais quand même, on a à cœur que l'achat public soit un levier de développement économique et un levier de transformation de nos process de production. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire aux entreprises du territoire, voilà, demain, nos opérations seront exemplaires sur le sujet du géosourcé, sur le sujet du réemploi, mais aussi sur le sujet de la place des femmes dans les travaux. Par exemple, on vous donne cette prévisibilité-là. Dites-nous ce qui, de votre côté, fait souci pour qu'on vous aide à lever vos freins ensemble, puisqu'on a une diversité de politiques publiques pour accompagner. C'est la démarche du schéma des achats responsables. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, donc on a vraiment le sujet de l'économie de la ressource, le sujet de la désimperméabilisation de la place de la nature et de la biodiversité dans nos aménagements urbains et le sujet de l'approche en coût global, c'est-à-dire ne pas rester juste sur les coûts des matières, des matériaux, le coût du travail, mais vraiment regarder tout au long du cycle de vie d'une opération, finalement, qui prend en charge quoi. Voilà. Et donc pour ça, il y a 3 plateformes qui ont été mises en place. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Donc, il y a 3, en fait, il y a une plateforme, un objet qui traite 3 sujets. L'économie de la ressource, la biodiversité et la nature, et l'approche en coût global. Voilà, et tout ça fonctionne ensemble. Tout à fait. Alors, je crois que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Ces plateformes du bâtiment et des travaux publics, quels sont les axes stratégiques et quels sont les partenaires avec qui vous travaillez ?
Alors évidemment, c'est forcément un outil partenarial, un outil de discussion, d'échange, de construction ensemble avec les acteurs du territoire pour aller vers des opérations d'aménagement et de construction et de réhabilitation avec l'ensemble de la chaîne du bâtiment et des travaux publics pour améliorer à la fois les process et puis les résultats. Donc, du coup, Métropole de Lyon, avec cette plateforme, enfin cette plateforme globale qui traite des 3 axes, on souhaite se positionner un peu en chef de file de la transition écologique dans la construction et dans l'aménagement. Et on souhaite piloter des actions auprès de plusieurs catégories d'acteurs, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises. Les maîtres d'ouvrage, c'est les collectivités, dont la nôtre, bien sûr, mais c'est aussi les communes. C'est les aménageurs. Hein. On a sur la métropole 2 SPL, SPL Pardieu, SPL Confluence. On a la CERL, on a des aménageurs privés. On a des bailleurs sociaux, des promoteurs, des investisseurs, tous ces maîtres d'ouvrage qui, à un moment, qui dans leur quotidien, vont définir des cahiers des charges, lancer des consultations. Donc, c'est des acteurs importants à embarquer avec nous, en plus de notre schéma de promotion des achats responsables qui va concerner uniquement la commande de la métropole. C'est important que les autres maîtres d'ouvrage soient embarqués aussi dans cette vision et dans cette volonté de la transition. En gros, l'idée, c'est de créer une dynamique. De créer une dynamique avec donc ces acteurs-là, j'ai parlé maîtres de d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, hein, que ce soit les programmistes, les architectes, les ingénieurs, les économistes de la construction, les paysagistes, tous les bureaux d'études qui travaillent avec les maîtres d'ouvrage, pour définir ensemble cette ambition partagée d'avoir des futurs aménagements sur le territoire qui soient économes de la ressource, exemplaires sur l'emploi, l'insertion, la place des femmes, etc. Et qui, parce qu'on aura tous ensemble un bénéfice collectif à monter en compétences et à avoir des productions plus vertueuses. Plus en phase avec l'environnement. Et avec les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, il faut effectivement qu'on réduise notre empreinte carbone parce que voilà, les enjeux du changement climatique sont là. L'épuisement des ressources naturelles, c'est aussi une réalité. La question de la perte de la biodiversité, c'est une réalité. On sait que l'urbanisation, la manière de construire, y a contribué. Donc il faut penser autrement les choses et que ce soit depuis la commande jusqu'à la réalisation. Et donc, du coup, la 3e catégorie d'acteurs, ce sont les entreprises. Comment vous encouragez les gens à passer à l'acte, par exemple ? Eh bien, dans nos commandes, je vous disais, nous, métropole, en tant que maître d'ouvrage d'un certain nombre d'opérations d'aménagement d'espace public ou de construction, mais aussi en tant que prescripteur dans les opérations d'aménagement avec nos aménageurs, il faut qu'on ait des exigences sur ces questions environnementales et notamment d'économie de la ressource, de matériaux biosourcés, matériaux géosourcés, d'économie, d'utilisation de matériaux de réemploi. Il faut qu'on soit très exigeant dans nos prescriptions et que nos partenaires qui eux aussi vont avoir à commander, les communes quand elles réalisent de nouveaux équipements publics, les promoteurs dans leurs opérations de construction, il faut qu'on soit tous beaucoup plus exigeants sur l'économie de la ressource et on fera évoluer collectivement justement les filières derrière de mise en œuvre les entreprises. Et les entreprises. On va voir comment vous allez faire finalement en développant les plateformes pour que ces filières soient préparées. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, ce qu'on met en place, finalement, c'est du dialogue, hein. C'est juste du bon sens, mais c'est, comme l'indiquait Béatrice, le sujet de la filière globalement, beaucoup de l'amont. Il y a un sujet quand même de discuter avec les apporteurs de matériaux. Il y a aussi un sujet, quand on parle de réemploi, d'être en capacité d'avoir de la massification de certaines choses qu'on peut réutiliser quand on déconstruit et quand on reconstruit. Voilà, pour ça, ça demande de la logistique, ça demande aussi des lieux de stockage. Donc il y a toute une, enfin ça tout le monde le sait, mais il y a toute une économie autour du monde du bâtiment et du travaux publics. Ça passe aussi par des questions de formation action sur site, sur chantier, d'expérimentation.
L'idée, c'est du coup de faire comprendre aux acteurs du territoire large, j'insiste, notre ambition, donc notre parti pris politique, mais aussi notre ambition qui est quantifiée, voilà, d'avoir plus recours à du géosourcé, d'avoir plus recours à des matériaux issus du réemploi, mais d'aller aussi plus globalement vers des formes de frugalité, voilà. Le deuxième message avec ces plateformes, c'est de dire aux entreprises, venez participer à ce dialogue, et comme je l'indiquais en amont, faites part de vos freins. Est-ce que vos freins, ils sont assurantiels? Est-ce qu'ils sont réglementaires? Est-ce qu'ils sont en termes de formation? Parce qu'on a une capacité de plaidoyer aussi, la métropole de Lyon. Est-ce que vos freins, ils relèvent plutôt, comme je l'indiquais tout à l'heure, d'avoir des lieux de stockage, des lieux de massification, auquel cas, par ailleurs, on peut accompagner sur des sujets fonciers immobiliers. Est-ce que vos freins sont liés à la mise en place de la zone à faible émission, auquel cas on peut aussi s'organiser? Donc c'est vraiment participer au questionnement et à l'évolution de notre ambition collective. Et enfin, aider à la structuration pour répondre aux demandes. Vous savez, on sait très bien collectivement que souvent ce sont des consortiums qui sont vertueux. C'est quand même assez rare d'avoir un opérateur parfait. Souvent on dit que la compétition, le marché a du bon, mais il y a aussi s'agréger, coopérer pour pouvoir porter cette ambition ensemble et répondre soit à de la commande publique, soit à de la commande d'autres demandeurs, quoi, d'autres maîtres d'œuvre. Voilà, et vous avez aussi une méthode. Vous avez mis en place une méthode. Alors, l'idée, c'est de faire dialoguer ensemble tous ces acteurs dont nous sommes, nous, métropole, mais vous voyez que les acteurs sont nombreux entre la diversité des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des entreprises de bâtiments, de travaux publics qui interviennent dans cet acte de construire ou d'aménager. Donc, il faut qu'on échange et à la fois qu'on mette en valeur les bonnes pratiques, les expériences positives, qu'on tire les enseignements de ce qui a bien marché, moins bien marché. Donc, on a l'objectif de pouvoir échanger de manière un peu plus, certes, dans des groupes de travail qui vont s'étaler dans les mois qui viennent, mais aussi d'avoir un outil numérique d'échange pour mettre en visibilité, en partage un certain nombre d'opérations et de travaux réalisés dans ces opérations pour justement expliquer ce qu'il y a eu d'intéressant, de communiquer sur les événements, sur les rendez-vous, de diffuser de l'information. La veille sur les pratiques innovantes, sur les technologies, ça fera partie aussi des objectifs de cette plateforme d'échange. Les expérimentations et les réalisations, comme je disais, tirer les enseignements de tout ce qu'on va expérimenter, capitaliser pour massifier, parce que c'est vrai qu'on a déjà des opérations exemplaires dans un certain nombre de ZAC, mais l'enjeu, c'est plus d'avoir un démonstrateur à la confluence. C'est que ce soit l'ensemble. C'est que ce soit sur l'ensemble du territoire de la métropole, dans l'ensemble de nos opérations, qu'on soit économe en carbone, qu'on ait une empreinte carbone limitée, une empreinte chantier limitée, qu'on ait utilisé du réemploi, du biosourcé, etc. Donc, la méthode de travail, elle est celle-ci, de capitaliser, de sensibiliser, de former, d'échanger, d'avancer ensemble. Voilà. Et nous, on se dit que à la place où on est métropole, ce rôle d'ensemblier nous paraît une proposition pertinente pour qu'on essaye de faire que que tout le monde s'aligne sur ces objectifs où tout le monde sera gagnant. Voilà. Tout le monde sera gagnant. Avant de continuer, j'ai une question. J'imagine que vous avez parlé aux différents acteurs de cette plateforme, de ces plateformes. Comment ça a été reçu ? Si on pense aux entreprises, aux promoteurs... Il y a une attente, mais qui était liée aussi au fait qu'il y a eu un changement d'exécutif. Donc, en général, il y a une attente des acteurs des différentes filières d'activité économique de recevoir finalement l'ambition que positionne Bruno Bernard et son équipe sur ces sujets carbone et social. Voilà, il y avait de la curiosité et de l'attente. Et donc le fait d'offrir cet espace, de proposer cet espace de travail aux acteurs du bâtiment et du travaux publics, c'est juste du bon sens. Quand on l'a partagé en plénière des acteurs du bâtiment, il y a pas, de toute façon, c'est compliqué pour une entreprise d'avoir un rejet de dialogue. Il y a une attente, en fait, de clarification de nos besoins, de nos envies et de nos capacités d'accompagnement. Donc, une de nos capacités d'accompagnement, c'est cette plateforme-là, justement, c'est ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on offre aux acteurs du territoire pour avancer et pour aller au-delà du démonstratif à Confluence et ailleurs.
Et vous avez Après, oui. Oui, il y a quand même des questions et des inquiétudes sur les coûts. Parce que paradoxalement, c'est vrai que c'est pas intuitif de se dire que d'utiliser des matériaux de réemploi, ça coûte plus cher que d'aller puiser de la ressource neuve en matériaux d'extraction. Disons qu'on en a parlé ici, du réemploi, c'est effectivement pas si simple parce qu'il y a des problèmes d'assurance et il y a beaucoup de questions qui se posent en fait. Et puis ça se fait facilement sur certains objets, beaucoup moins sur d'autres. D'où le sujet en fait de la frugalité. Et pour le coup, mais on sait qu'on a des architectes et énormément aussi d'étudiants qui réfléchissent cette nouvelle approche, en particulier du bâtiment, de penser la démontabilité, oui, d'avoir une réflexion globale sur voilà, ce que va devenir le bâtiment, les usages. Parce que pour l'instant, c'est vrai que quand on évoque le réemploi, on déconstruit et on remet sur du neuf, mais qui n'a pas en fait la qualité d'usage qu'on demande avec la nouvelle RT, par exemple. Voilà, donc c'est des vrais sujets d'aujourd'hui. Priorité 2022, si j'ai bien compris, économie de la ressource, c'est ça? Pourquoi? Eh bien, économie de la ressource, parce que dans le contexte actuel où on a un prélèvement sur les ressources naturelles qui conduisent vraiment à l'épuisement des carrières de matériaux, de sable, etc. Donc, plutôt que d'aller mettre en décharge des matériaux inertes issus de la déconstruction, on a une obligation et dans un objectif d'économie générale, voilà, d'économie de la ressource générale, de réutiliser ce qu'on peut réutiliser. Et sinon, en matériaux neufs, d'avoir des matériaux géosourcés ou biosourcés qui ont un impact carbone bien moindre que le béton, qui est, lui, très émetteur de gaz à effet de serre dans sa fabrication, dans sa destruction aussi. Donc, le recours aux matériaux de réemploi dans les travaux publics, en seconde œuvre, dans la construction, et aux matériaux biosourcés, géosourcés, donc le bois, la terre crue dans les constructions neuves, c'est des objectifs qu'on fixe effectivement pour nos nouvelles opérations. Nous, côté métropole, on va lancer plusieurs bâtiments publics neufs, hein, notamment des collèges, on a aussi d'autres bâtiments où on va vraiment axer sur les matériaux, sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Et puis dans les travaux d'espace public, de voirie, dans nos opérations d'aménagement, la question du réemploi des bordures. Vous voyez, ce matin, j'en parlais au Citral, on sait que dans ce qu'on va réaménager pour construire des lignes de tramway, on peut récupérer les bordures, les stocker, les retailler et les réutiliser. Si on a trouvé les bons endroits de stockage, la gestion logistique, un peu de tout ça. Donc ça, plutôt que d'aller chercher des pierres nouvelles en Chine, je crois qu'on ne le fait plus, mais on en fait venir encore d'Espagne, j'ai des exemples. Alors, est-ce qu'elles vont venir en camion, en bateau, en train? Voilà, ça fait partie du sujet, parce que vous savez que le bilan carbone de l'approvisionnement des chantiers, c'est pour près de la moitié, c'est la question du transport. C'est du transport. Bon, donc tous ces sujets-là, effectivement, on les met en priorité pour nos opérations et dans nos cahiers de prescription dans les opérations d'aménagement pour que les promoteurs aussi dans leurs propositions fassent des projets très ambitieux sur cette qualité de la construction et sur cette économie de la ressource dans la construction. D'accord, donc vous avez mis en place, il y a un programme de travail qui a été mis en place et puis il y a également une démarche prescriptive qui est prévue. Oui, dans les cahiers des clauses architecturales, environnementales, dans nos opérations d'aménagement, on va renforcer cette dimension-là. On a un référentiel habitat durable depuis plusieurs années, habitat durable, bureau durable, depuis plusieurs années. On va intégrer les exigences de la RE 2020 et la RE 2020, on peut aller très loin dans les exigences d'économie de la ressource. Donc on va actualiser ce référentiel et il s'imposera dans toutes nos opérations publiques, dans les cessions de foncier, dans les opérations de logement social avec les bailleurs sociaux. Donc effectivement, on espère comme ça renforcer les exigences dans un certain nombre de constructions et d'opérations et faire que nous progresserons tous ensemble. D'accord. Donc là, c'est nouveau référentiel habitat dont oui. vous parliez. Oui. Donc maintenant, sur la mise en place des clauses pour vos marchés publics, comment ça va se passer sur les opérations d'aménagement de voirie, par exemple, et d'espaces publics portés par la métropole?
Eh ben, simplement là-dessus, et puis Emeline pourra compléter, mais on sait aujourd'hui qu'on a à peu près 10% de matériaux biosourcés dans nos opérations là, de construction. Aujourd'hui, c'est 10%. Aujourd'hui, c'est très à la louche parce que, vous voyez, on n'avait même pas d'observatoire, enfin d'indicateur précis, mais on estime que c'est à peu près ça. Donc, on va rehausser l'ambition. Je ne sais pas si on va définir des objectifs chiffrés, mais du coup, ça veut dire que dans un certain nombre de nos cahiers des charges, eh ben, on va inscrire ces exigences-là. Dans nos marché de travaux de voirie, on a déjà des exigences. On a introduit dès 2021 un pourcentage de 20-30% de matériaux recyclés selon les postes de travaux. Donc voilà, c'est sur des choses précises comme ça qu'on va mettre. Excusez-moi, vous fixez des objectifs? On est à 10% aujourd'hui, je ne sais pas, 2022, 2023, est-ce que... En fait, le premier des objectifs, c'est déjà de créer cet indicateur et de le suivre et d'avoir des acheteuses et des acheteurs qui sont convaincus de ça et qui ont convaincu leurs collègues techniciens, techniciennes pour qu'on ait une base de discussion justement pour cette plateforme. Plutôt que de dire au doigt mouillé, tiens, alors bien sûr, comme l'a dit Béatrice, on veut être plus volontariste, mais on ne sait pas exactement d'où on part. Commençons par nous fixer l'indicateur et dans un an, on sera capable de dire ok, on fixe la marge à 25% de plus, 30% de plus ou 10% de plus. On en discutera aussi avec nos partenaires pour voir s'il y a aussi. Il y a l'ambition, puis il y a le côté, il faut être oui, il y a l'ambition, puis après, il faut être pragmatique, il faut travailler ensemble. Parce que l'objectif, en fait, c'est de travailler avec les acteurs qui existent. Il faut bien emmener la chaîne de valeur. L'idée, j'insiste là-dessus, parce que je suis Madame Achat, c'est quand même de faire progresser les entreprises du territoire. Sans doute qu'il y a des entreprises merveilleuses à Nantes, Lille, même Francfort, je ne sais où. Mais l'idée, c'est de faire progresser les acteurs du territoire. Parce que les entrepreneurs du territoire, parce que les collaboratrices, collaborateurs, les salariés, tous les sous-traitants, etc., sont des habitants qui bénéficieront aussi des bienfaits de cette frugalité, de cette sobriété carbone. Alors, il y a aussi des démarches incitatives. Quelles sont-elles ? Alors, les démarches incitatives, dans les opérations où on n'a pas la maîtrise, les opérations qui sont construites dans le diffus par des promoteurs, là, on ne peut qu'inviter ces partenaires que sont les promoteurs à être aussi exigeants que nous le sommes avec eux dans les opérations publiques. Ça, c'est un vrai moyen. Après, les collectivités, les communes notamment de la métropole, il y en a un certain nombre qui sont partantes pour aussi être exemplaires dans leur réalisation. Et ben, embarquons-en le plus grand nombre possible et pas seulement les quelques-unes qui le sont déjà. Donc, et pour autant, toutes les communes n'ont pas les moyens, l'ingénierie en interne pour mettre en œuvre des exigences de ce type-là. Mais voilà quelques exemples. L'idée, c'est encore une fois, c'est l'accompagnement. Oui, et puis il y a d'autres maîtres d'ouvrage sociaux, les HCL, voilà, là c'est pas social, mais d'autres grands maîtres d'ouvrage qui ont des réalisations, là où on peut aussi partager cette ambition volontariste, quoi. Voilà. Alors. Le Citral, je n'ai pas cité le Citral, mais comme on en est membre, ça va de soi que je l'ai cité tout à l'heure avec l'exemple d'une ligne de tramway, mais évidemment, le Citral a aussi voté la semaine dernière son schéma des achats responsables. Donc, les aménagements liés au transport en commun vont être aussi, les aménagements et les achats vont être aussi très volontaristes, et notamment avec la réalisation des lignes de tram, de bus à haut niveau de service. Là, on aura cette vigilance et cette volonté de matériaux de réemploi, de sobriété, en plus de la désimperméabilisation, la végétalisation. Alors, un point sur l'intérêt de ces plateformes, sur leur intérêt fondamental, on va dire, et des travaux publics. Dans votre démarche globale de transition écologique, comment elles s'inscrivent ? Alors en fait, l'intérêt pour les entreprises, si toutefois il et elles se posaient des questions, c'est de découvrir en fait et de travailler ensemble à cette ambition de diminution de l'impact carbone.
de toute façon, la réglementation les conduit à faire ça, donc autant le faire ensemble. Voilà, autant se dire ensemble, évoquer ensemble les freins, mais aussi ce qui peut permettre d'accélérer et de le mettre en œuvre sur le territoire pour que ça fasse des références. On a en tête quand même, Béatrice et moi, que c'est pas la même chose pour une entreprise d'avoir une référence avec la métropole de Lyon ou une référence juste avec un particulier. Non pas que des travaux dans un pavillon de particulier soient pas importantes, mais ça fait pas la même chose derrière. Cette plateforme, elle permet aussi de tester finalement l'acceptabilité aussi de certaines nouvelles approches, je pense, en termes de logistique. Donc c'est gagnant aussi finalement pour l'entreprise d'être à l'écoute donc des ambitions, de pointer tous ces freins, mais aussi finalement de pousser le regard des usagers, des utilisateurs à évoluer. Je pense qu'il y a un sujet aussi d'acceptabilité dans ces nouvelles approches. Là, vous avez devant vous 2 élus engagés qui sont issus du suffrage universel direct, mais on a tout à fait en tête qu'on a été élus avec un fort taux d'abstention. Donc, il y a quand même un sujet de mettre en fait au centre cette urgence climatique, mais ce que ça implique derrière. Et du coup, le fait de se mettre dans ce mouvement collectif, dans cette plateforme, de mon point de vue, c'est un vrai levier pour pousser cette acceptabilité sociale ou au moins poser les questions au centre et arrêter d'être à la marge minoritaire et dire, bah voilà, là il y a un peu de paille, là il y a un peu de terre, là on met un peu de bois. Dernier sujet qui est très important pour nous aussi, c'est vraiment d'entraîner tout l'écosystème, toute la communauté entrepreneuriale. On est un territoire, comme beaucoup de territoires, où la base entrepreneuriale est faite d'artisans, TPE, PME. Or, on sait que ce sont des organisations qui sont très vite mises en souffrance pour des sujets de trésorerie, hein, CF, ce qui s'est passé là à cause des confinements et tout, ou qui sont très vite en souffrance s'ils n'ont pas la prévisibilité, un, pour anticiper les embauches, et deux, pour anticiper aussi les évolutions de savoir-faire liées à des nouveaux matériaux, ou liées au réemploi, ou liées au fait qu'effectivement on va devoir investir dans un autre véhicule, etc., etc. Donc le fait d'emmener des TPE, PME, artisans sur cette plateforme, c'est vraiment gagnant pour eux parce qu'ils vont pouvoir soit se regrouper avec d'autres, soit être vraiment prévenus très très en avance de l'évolution plutôt que de la subir, ce qui s'est passé, ce qu'on a eu en aparté par exemple pour la RT 2012 ou la RT 2020, qui était pourtant prévu, mais quand on discute avec la CAPEB par exemple, on a toujours ce sentiment que non, finalement on découvre. Voilà. C'est la même chose. Ils sont juste à côté de nous. C'est pour ça que je dis ça. Et vous leur avez présenté, j'imagine, cette plateforme. Oui, tout à fait, oui. Et comment ils la reçoivent, ces mêmes questions que tout à l'heure? Mais je pense que de toute façon, tous les outils de dialogue et de co-construction sont toujours bien reçus à partir du moment où on est clair sur la démarche. Et on est clair sur le fait qu'on veut faire avec, qu'on va mettre en place des clauses de progrès dans nos achats à nous, qu'on va aller dialoguer avec les autres, avec les communes, avec les bailleurs sociaux, etc., pour qu'il y ait ce mouvement de fond pour la filière bâtiment et pour la filière TP sur ces 3 objets. Donc, l'objet économie de la ressource, l'objet de la biodiversité et de la nature, et j'ai oublié le dernier objet. Et la question du coût global, qui est un sujet comme ça facialement, mais quand on le regarde de près, finalement, c'est pas un sujet de prix, c'est bien un sujet de qui porte le coût environnemental de notre cadre de vie collectif, puisque c'est ça aussi toute la finalité de cette plateforme, c'est de prendre un peu de hauteur et de se dire de quoi on parle. On parle de se loger, on parle de se déplacer essentiellement, on parle de notre cadre de vie, on veut tous un cadre de vie sain qui permette d'avoir des emplois justes, de qualité, qui soient justement rémunérés et que les chaînes de valeur tiennent si possible en Europe, voire en France, voire à l'échelle régionale. Et c'est le but de ces plateformes. Tout à fait. Une conclusion à toutes les deux. J'ajouterais sur ce point, sur les bénéfices, une dimension qu'on n'a pas évoquée, une dimension économique au-delà de la métropole. Quand on parle de construire en bois ou en terre, on sait bien que la ressource
naturelle, elle ne viendra pas forcément du territoire de la métropole, mais justement, c'est des sujets qui peuvent être des sujets de coopération avec les territoires voisins à l'échelle aire métropolitaine, régionale. Voilà. Sur la terre, vous avez des voisins qui sont très forts. Et ben voilà, on a des traditions de construction en terre qu'on a perdues, alors que la moitié de Lyon est construite en pisé, on ne sait plus faire. Donc il faut qu'on retrouve ces savoir-faire. Et le bois, c'est aussi un sujet d'organisation de la filière où on a de la ressource. Visiblement, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème d'organisation des filières. Et franchement, construire en bois, ça sera aussi un bénéfice pour les futurs usagers, parce que je pense que nos concitoyens et concitoyennes seront aussi contents d'habiter dans des immeubles économes en ressources, en énergie, confortables, et dans des aménagements publics qui seront aussi frugaux, mais pour autant agréables. Ce sera votre mot de la fin, ce sera la conclusion. J'insiste aussi sur le fait, parce qu'on ne les a pas cités, comme je l'ai dit en introduction, on ne vient pas de nulle part, on a un territoire qui a travaillé des choses, des collectifs qui existent, je pense au cluster éco-bâtiment, je pense à ville et aménagement durable. Les choses, en fait, voilà, il y a des collectifs existants qu'on veut conforter aussi avec cette plateforme. Il y a une continuité et vous voulez aller plus loin. Voilà, qu'on veut accélérer. Merci. Merci à vous d'être venu nous parler de ces plateformes sur le plateau de Batijournal TV. C'est donc une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositif, bien sûr, et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.